Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Simon Variski. Bonjour Fleur d'Avocat. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Alors raconte-moi Simon, comment et pourquoi tu es devenu avocat ? Alors pourquoi et comment ? Alors comment en faisant les études, comme tout le monde, de droit à Strasbourg. Et c'était pour devenir avocat ? Et c'était pour devenir avocat, oui. Oui, très clairement. J'ai commencé mes études de droit pour devenir avocat. J'ai bien tenté de faire autre chose au départ en faisant une prépa, des classes préparatoires pour Normal Sup Cachan, qui s'inscrivait dans le cadre des études de droit d'ailleurs. C'était en parallèle de la fac. Ce qui me permettait éventuellement d'intégrer donc l'ENS à Paris en section économie-droit pour devenir ensuite professeur, mais plutôt d'économie-droit ou d'intégrer les écoles de commerce ou faire des choses un peu particulières comme ça. J'ai fait ces 2 premières années. J'ai été admissible à l'école normale supérieure. Je me suis vautré lamentablement aux oraux, mais vraiment, avec un 1, je crois, en économie. Je pense qu'elle n'a pas osé me mettre 0, probablement parce que j'étais plutôt sympathique et avec elle, et donc elle était un peu découragée pour moi, ou un peu triste pour moi. Mais je lui ai dit, écoutez, je suis très heureux déjà d'être là. Et donc je n'ai pas été admissible et je n'ai pas retenté une 3e année, et je me suis dit, allez, je vais continuer mon cursus de droit. Mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire en faisant de la propriété intellectuelle, ce qui correspondait à mes premières amours. Et je suis allé jusqu'au bout. Et t'es allé jusqu'au bout et t'es devenu avocat. Et je suis devenu avocat. À Strasbourg. Alors, à Strasbourg, j'ai fait d'abord mes stages à Paris. Ouais. Pourquoi Paris ? Pourquoi Paris ? Parce que je faisais de la propriété intellectuelle et que pour moi, il n'y avait que Paris qui était le barreau où on pouvait exercer très sérieusement dans ce domaine, ce qui n'est pas vrai du tout aujourd'hui, et je m'en aperçois aujourd'hui. Si c'est encore le cas, absolument pas. On peut vraiment l'exercer dans n'importe quel barreau, et il y a du travail dans cette discipline dans tous les barreaux de France. J'en suis intimement convaincu. Donc c'était soit Paris, soit Lyon. Et évidemment, je me suis retrouvé à Strasbourg. Voilà, donc pas par hasard, parce que j'ai fait l'école d'avocat à Strasbourg, j'ai fait mes stages à Paris, j'ai fait un stage aux États-Unis en propriété intellectuelle, et en revenant, donc je envoyais tous mes CV à Paris, à Lyon, dans des cabinets de propriété intellectuelle. Une copine de promo m'appelle et me dit voilà, on cherche quelqu'un en propriété intellectuelle à Strasbourg, est-ce que ça t'intéresse ? C'était, je crois, un jeudi. Le jeudi soir, je recevais un mail du cabinet me demandant si j'étais disponible pour un entretien le vendredi. Je suis allé à Strasbourg le vendredi, et le samedi, j'avais mon contrat de collaboration. Ouais. Voilà. Et quand Paris, c'était juste parce que tu te disais que si tu voulais bosser en pays, il fallait que ce soit à Paris, ou est-ce qu'il y avait aussi un côté genre envie de quitter Strasbourg où tu as grandi, et du coup, le cas échéant, comment est-ce que tu as vécu le fait de finalement commencer ta vie professionnelle à Strasbourg ? Alors c'est un peu des deux. Il y avait une volonté de quitter peut-être pas. Alors pas le nid familial, parce que je suis pas de Strasbourg même. Je suis alsacien, mais je suis du Haut-Rhin, je suis de Colmar. Donc Strasbourg n'est pas ma ville natale, même si c'est pas très très loin. Donc il y avait cette envie certaine d'aller ailleurs. J'adore Paris aussi. Je pense qu'il y avait cette attirance, comme beaucoup de monde l'a eu, je pense, un jour dans sa vie, et dans cette profession aussi en particulier, je pense. Et le retour ici, je l'ai pas du tout vécu comme une espèce d'échec ou de retour à finalement, c'est immuable, je suis fait pour être alsacien. Non, je crois pas. Je crois pas. Je connais tous les avantages de cette ville. J'ai beaucoup aimé cette ville pendant ma vie étudiante, et je sais qu'elle offre, et je le sais d'autant plus que maintenant je le vis, une qualité de vie exceptionnelle à 1h45 de Paris. Donc c'était pas du tout incompatible avec mes envies personnelles, et puis mes envies aussi personnelles de construire une famille qui s'inscrivait peut-être plus facilement dans une vie alsacienne que dans une vie parisienne. Ouais. Donc tu commences en propriété intellectuelle, en collaboration à Strasbourg. À Strasbourg. Et comment ça se passe ? Ça se passe bien. Je n'ai eu qu'une collaboration dans ma vie.
qui était dans ce cabinet. Mon patron, je l'appelle comme ça, mieux parler de collaborant, si on veut employer des termes exacts, s'appelle Michel Mal. Et j'ai vraiment appris la profession avec lui. Il était dur, mais je pense juste. Il a toujours joué le jeu de la collaboration aussi, et j'ai eu cette chance de grandir là-dedans, de grandir dans cette profession là-dedans. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas du tout UJA ou FNUJA ou dans les syndicats, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'est la collaboration libérale, et je l'ai bien vécu. Et jusqu'au jour où, au bout de 4 ans à peu près, je crois que c'est 4 ans, il arrive un moment où on commence à développer sa clientèle personnelle, où soit on a une possibilité d'association, ce qui n'était pas du tout l'envie, je crois, de mon collaborant à l'époque, soit on continue comme ça, au risque d'aller au clash avec son collaborant parce qu'on n'accorde plus suffisamment de temps au cabinet, ou alors l'installation, et c'est là que la décision a été prise de m'installer. Ouais, et comment t'as développé au début pendant que t'étais collaborateur ? Alors il y avait évidemment les inscriptions sur les permanences, et ensuite j'allais dans des réseaux, dans des on va dire des associations d'entreprises ou de choses comme ça, ouais. Des réseaux d'entreprises où j'ai commencé à développer, à faire circuler mon nom, et progressivement les choses se font, et de plus en plus en allant dans le domaine qui est son vrai domaine, la propriété intellectuelle, même si j'ai un peu glissé depuis sur d'autres choses, mais j'ai oui, comme ça, petit à petit, la clientèle s'est faite. Et donc c'était une vraie volonté de ta part de développer, t'avais une démarche personnelle proactive de se dire je développe vraiment en parallèle de ma collaboration, et je fais des démarches je réseaute je fais circuler mon nom, etc. Complètement. C'est un métier d'indépendant. C'est un métier. La collaboration pour moi est un passage. Voilà, est un passage, je pense, important, peut-être pas obligé, mais souvent nécessaire, et qui permet ensuite de s'installer, mais c'est vraiment un moyen pour ça, tout en respectant dans le cabinet évidemment dans lequel on travaille, puisque c'est aussi le jeu. Mais oui, dès le départ, j'ai fait cette profession pour avoir mon indépendance un jour. Alors mon indépendance vis-à-vis d'un patron, ça c'est certain. Après il y a plein de modalités d'exercice qui font que l'indépendance elle peut paraître relative aussi, mais oui, non, clairement j'ai fait ça. Le développement avait une finalité. Oui. Ouais. Et quand tu t'installes au bout de 4 ans, donc tu dis que tu as développé principalement en pays. Pays, droit commercial, okay. Voilà, tout ce qui, oui, parce que c'est ce qui correspondait, à l'activité du cabinet et à ma formation aussi. Donc oui, commercial et propriété intellectuelle, et puis la suite a donné des nouvelles opportunités. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard après l'installation. J'espère bien qu'on va en parler. Ouais. Donc tu t'installes. Je m'installe. Et comment ça se passe ? Je m'installe avec une copine de promo. Ouais. Voilà, Elsa, qui était avec moi à l'école régionale des avocats du Grand Est, les RAGE, qui, elle, a un profil plutôt généraliste, peut-être un peu comme moi à l'époque aussi, même si j'avais peut-être des domaines de compétences un peu plus précis, mais elle était plus généraliste, et puis on s'entendait bien professionnellement. Je savais comment elle bossait, puis j'avais des échos aussi sur comment elle travaillait, puis on avait, je pense, une vraie affinité intellectuelle qui faisait qu'on a voulu monter un cabinet, et donc on a pris des locaux pas très loin du tribunal, des petits locaux. On avait 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Alors peut-être que pour des Parisiens ça paraît déjà être un gros cabinet ou des locaux pas 65 mètres carrés, c'est déjà, sur une installation, et voilà, on s'installe je sais plus maintenant, janvier 2014 je crois, quelque chose comme ça. Et ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien avec mon associé. On fait une harpie. Donc le plus souple, possible. Et vous y aviez réfléchi ? On y pensait. Je pense que la construction du projet s'est faite sur 6 mois à peu près. Je pense que souvent ces choses-là se passent au détour d'une conversation où on se dit tiens, on s'installerait pas ensemble, peut-être en buvant un coup, comme ça, où ça part de la blague, et finalement le lendemain on se rappelle, on dit
ouais, on le fait vraiment, quoi. Oui, On monte ce cabinet. Ce que je veux dire, c'est le choix de la structure, le fait que ce soit une harpie. Ah. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous aviez réfléchi, peut-être même demandé conseil? Comment vous aviez vu les choses? Après, ouais, est-ce qu'il y a eu une réflexion plus poussée en termes de structuration, qui on va être comme un cabinet, à quel point on s'intègre et tout? Franchement, non. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, franchement, non. Pourquoi on est parti là-dessus? On s'est un peu interrogé. J'étais un peu informé quand même des différentes structures d'exercice, peut-être par mon appétence pour ce qui touche à la profession de manière générale. Donc voilà. Et je crois que les harpies avaient un peu le vent en poupe à l'époque, parce que ça permettait d'avoir une dénomination du cabinet commune, une marque, et par ailleurs d'avoir une grande indépendance dans l'organisation. Et ça marche très bien, je trouve, à deux. Ça marche moins bien quand on est plus nombreux. Ouais. Et donc tu dis l'association se passe bien sous forme d'harpie. Et côté développement, comment ça se passe? Côté clientèle? Alors ça se passe vraiment bien, parce que toujours quand on s'installe, il y a une espèce d'appel d'air comme ça. C'est-à-dire que le client appelle le client, parce que comme on consacre plus de temps à nos clients, on rencontre plus de monde aussi, et les clients te recommandent plus, te voient désormais plus comme un cabinet que comme un collaborateur d'un autre cabinet, et donc les choses se font petit à petit, enfin même pas petit à petit, je dirais assez vite quand même. En tout cas à Strasbourg, quand on est dans un domaine où on fait plutôt du droit des affaires, si on l'appelle de manière très très générique, il y a de la place, et il y en a toujours aujourd'hui, j'en suis sûr. Ouais. Et comment ça a évolué? Alors, ça a bien évolué. On a été rejoint très rapidement par un associé qui est plus âgé que nous, et qui, lui, travaillait dans le cabinet où j'étais collaborateur avant, qui était associé dans ce cabinet-là, et qui avait décidé de changer de métier, de quitter l'avocature pour être il était quoi, DAF, je crois, d'une grosse société alsacienne. Okay. Et le fait d'être DAF et d'être salarié, je lui a pas plu. Enfin, il a perdu son indépendance, et du coup, il est revenu à la profession. Mais il pouvait difficilement revenir dans le cabinet où il était avant, et comme on s'entendait très bien, et ben il est venu, il nous a rejoints dans notre 65 mètres carrés. Et voilà. Et puis on a grandi un petit peu avec lui, pas très longtemps, et soit je m'arrête là ou je continue. Je continue l'histoire. En fait, j'allais te demander. Est-ce que, tu dis, voilà, ça se développe et on l'intègre, et voilà, ça s'absorbe, et voilà. Vous développiez la marque commune. Vous aviez un développement commun, ou c'était genre chacun développait à peu près bien ensemble, mais il n'y avait pas vraiment de synergie. Enfin, tu vois, quelle était la dynamique? Elle était très individuelle, quand même. Même si on avait souhaité construire le cabinet autour d'une marque, d'une charte graphique, et voilà, d'avoir une dénomination commune, le développement était quand même très individuel, très très clairement. Oui. Voilà, c'est-à-dire que Vous aviez des clients un peu communs, enfin pas communs, mais de type commun. Pas vraiment. Ouais, non. Pas vraiment. Je pense que c'était vraiment un exercice individuel ensemble. C'est comme beaucoup de gens disent, c'est les experts comptables qui aiment bien dire ça de nous. C'est tous ensemble, mais un peu chacun pour soi dans votre profession. Ouais. Et c'est plus tout à fait vrai, puis ça dépend vraiment du type de structure dans lequel on est, mais dans une harpie, je trouve que c'est particulièrement vrai. Et donc, tu dis, il vous rejoint, mais ça dure pas très longtemps, c'est ça? Non, il nous rejoint, j'ai plus les dates en tête, comme ça. Il nous rejoint, et lui a très vite l'envie de s'agrandir et de faire venir quelqu'un d'autre dans le cabinet. Là, il y a des chemins professionnels qui se séparent avec Elsa, donc avec ma première associée. Ouais. Pour des raisons qui sont absolument pas personnelles, mais qui sont ni professionnelles ni de dissension. On a juste décidé de prendre un parcours différent. Elle de s'associer avec un cabinet pour des raisons qui lui appartiennent et que je comprends parfaitement. Et moi de partir avec cet associé avec qui professionnellement j'avais beaucoup à apprendre et beaucoup à gagner, je pense. Et c'est pour ça que les choses avec plus de synergie. Et c'est là qu'on a monté une autre structure. Alors
C'était le prolongement de la première structure, Ouais. voilà, qui s'est transformé pour devenir Amadeus Avocat. Je comprends mieux pourquoi, quand j'ai tapé sur Google Maps tout à l'heure, quand j'étais à l'arrache, Simon Warinski, pour trouver ton cabinet, je suis tombée sur genre 3 noms de cabinets différents. J'étais là, mais. Et pourtant, c'est depuis le début la même structure. Ben ouais, tu vois, du coup, il y avait Amadeus, et puis je sais pas, j'ai eu un doute. Heureusement, je suis allée voir sur le site, j'ai vu que tu n'y étais pas, et donc j'ai dit à Google Maps, tu m'as menti. et je suis retournée sur ma recherche, et je suis cette fois tombée sur Sérène Avocat. Donc, ceci explique cela. Tu as effectivement un lien historique avec cette structure. Absolument. En fait, c'est le cabinet qu'on a monté. Il s'est appelé Amadeus quand on a quitté ce 65 mètres carrés pour aller dans d'autres locaux où on a associé d'autres personnes. Et c'était quoi le projet ? Le projet, c'était vraiment de faire un cabinet, on va dire droit des affaires, full service. Voilà. Avec une composante droit du travail, propriété intellectuelle, droit commercial, une composante droit des sociétés plus fiscale, et puis on a essayé d'associer d'autres gens dans d'autres compétences. On avait quelqu'un en urbanisme, droit public urbanisme, et puis ensuite mon épouse qui a rejoint le cabinet. Mais ça, c'est une autre histoire. Qui était déjà ton épouse ? Qui était déjà mon épouse, okay. Absolument, qui était déjà mon épouse, et qui elle était en recherche de rachat de clientèle. Ok. Et donc, elle y allait au culot. Elle a appelé les avocats de plus de 65 ans ou plus de 70 ans au barreau en disant vous exercez toujours, vous voulez toujours exercer, vous n'avez pas de clientèle à vendre. Vous êtes sûr que vous êtes encore compétent ? Alors, présenté autrement, ça passait quand même mieux. Et étonnamment, elle a toujours eu un très bon accueil des avocats qui lui ont répondu, qui étaient surpris et parfois même flattés qu'on leur pose la question. Et là, on s'est elle s'est retrouvée dans une situation où on avait la possibilité, elle avait la possibilité d'acquérir un droit de présentation d'une clientèle d'un avocat qui voulait prendre progressivement sa retraite et qui faisait du droit des transports. Voilà. Elle n'avait absolument aucune connaissance en droit des transports. Et le projet était compliqué à mener seul pour elle. Du coup, on a décidé de l'intégrer dans notre structure. Donc, Amadeus. Donc, en fait, elle a associé repris... d'Amadeus. Alors, je vais faire le truc. Et moi, j'ai transformé mon activité en CELARL, d'abord individuelle, qui elle-même s'est associée à la structure Amadeus, qui est une harpie. Ok. Et donc, c'est ma structure CELARL qui a pris comme nouvelle associée mon épouse, qui a racheté la clientèle. Et les embranchements. Qui a eu l'idée de cette structuration ? C'est nous, avec notre expert comptable. C'est nous, avec notre expert comptable, on s'est dit, si on faisait des ramifications compliquées. Disons, comme on était dans une harpie où chacun avait quand même sa propre clientèle, l'achat de cette clientèle, on l'a financé avec notre structure qui elle-même était associée à l'harpie. Donc c'est pour ça qu'on a créé une CELARL, qu'on a décidé que la CELARL allait acheter cette clientèle et prendre le risque en fait du rachat de cette clientèle. Ouais. Donc vous rachetez cette clientèle qui... Donc mon épouse, avec qui est venue déposer, avec qui il y a eu un rachat de clientèle. Et donc cette CELARL qui est l'associé de l'harpie achète cette clientèle et avec cette activité sur laquelle tu n'avais pas d'expertise préalable, et ni ton épouse, ce que je comprends, en droit des transports. Absolument. Ok. Et du coup, ça devient pas la clientèle du cabinet, mais un petit peu. Complètement. Parce qu'un cabinet, c'est quand même fait pour avoir des synergies, s'envoyer des dossiers, tout ça. Donc il y a ce truc. Comment vous avez géré ça d'ailleurs ? La synergie ou les clients, du coup, le fait que ce soit le client de la CELARL, mais en même temps, j'imagine que tu as partagé des trucs. Oui, alors... Les transporteurs étaient très très attachés à la personne qui nous a cédé le droit de présentation de la clientèle. La transmission s'est extrêmement bien passée.
Mais vraiment, c'est une vraie réussite de transmission de clientèle. En tout cas, moi, je le vois comme tel. Et parce qu'on a un cédant qui nous a beaucoup accompagnés, qui était très présent pendant longtemps. Et il l'est d'ailleurs toujours, mais sans pas animosité, c'est pas le mot, mais sans volonté de nuire ou de vouloir récupérer des clients ou de continuer à vivre sur une clientèle qui nous a cédé. Pas du tout. C'est vraiment bienveillant en disant mais dès que je peux vous apporter un dossier et de comme contact, je le fais et je continue à le faire. Trop bien. Et du coup, ça a permis aussi à nos autres associés de communiquer sur cet aspect transport et cabinet spécialisé en transport. Et pour certains associés, de gagner des clients dans ce domaine-là aussi. Et de partager sur certains dossiers. On n'a peut-être pas eu beaucoup d'occasions d'envoyer des dossiers aux autres sur cette clientèle-là. En revanche, on a pu partager professionnellement des difficultés sur des points juridiques où on avait besoin de l'expérience de nos associés pour pouvoir répondre à certaines questions. Ouais. Et ça a donné une coloration sectorielle finalement. Tout à fait. Et donc tout le monde s'est un peu saisi de cette coloration sectorielle. Alors pas tout le monde, mais on a tâché d'avoir une communication un peu là-dessus parce que c'était vraiment et c'est aujourd'hui clairement le domaine sur lequel on communique quasi exclusivement maintenant. Oui. Ouais. Et maintenant que la société s'est transformée et est devenue sereine. Donc il y a une scission. Alors il y a une scission. Pareil, on n'est pas parti fâché ou pour des raisons personnelles ou pour des raisons d'argent d'Amadeus. C'était un choix professionnel. On a rencontré des gens qui avaient déjà un cabinet en droit des affaires et qui avaient une clientèle transport déjà existante et un peu constituée, moins importante que la nôtre en termes de nombre de transporteurs. Mais on s'est dit, mais pourquoi on n'associerait pas nos cabinets, nos clientèles, et pour là faire une vraie structure commune, quoi. On est tous dans le même bateau, on rame tous dans le même sens. On a monté une SARL d'avocats. Waouh. Donc oui, il y a un plus de cohérence en termes de projet d'entreprise, quoi. Absolument. Ouais. Là, il y a eu un vrai projet de développement et c'est des gens qui sont très sensible à ça, à l'image de marque, aux manières de développer la clientèle, au management aussi du cabinet d'avocats. On est dans autre chose, quoi. Et j'avoue que j'aime. C'est eux qui sont venus vous voir ? C'est vous C'était commun, c'était une des associées avec qui je m'entendais bien, qui était présidente locale du syndicat concurrent à l'UJA, qui s'appelle la CE, que tu connais probablement. Oui. Et on s'entendait bien et elle siégeait au Conseil national des barreaux avec mon épouse. Voilà. Et il y a eu, je pense, une vraie entente amicale et aussi professionnelle qui a fait que on s'est dit pourquoi pas faire une structure commune, quoi. C'est super sympa ces représentants de syndicats concurrents qui s'associent dans une seule et même structure. Absolument, et c'est pas incompatible. Mais non, pas du tout, mais je trouve que c'est intéressant Enfin, je veux dire, ça montre la porosité de points de vue et de vision de la profession et du fait que ça n'empêche pas de travailler ensemble, tout à fait. Quoi. Tout à fait. Et j'irais même de ramer dans un même sens sur des positions qu'on pense être très figées sur certaines choses, certains aspects de l'exercice de la profession. Et non, en fait, on fait la même profession, donc on est soumis aux mêmes règles, même si on n'a pas les mêmes idées sur le développement et ce que doit ou devrait devenir la profession. Ça n'empêche pas de travailler ensemble, parce que la base du métier c'est la même, la déontologie c'est la même, et ça marche bien. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment on a très peu de débats institutionnels dans le cabinet. C'est assez étonnant. Et puis avec cette année d'engagement très intense pour moi, ils m'en ont jamais fait le reproche, et deux, ils m'ont laissé gérer ces choses-là sans jamais mettre un grain de sel ou contrarier quoi que ce soit dans les idées qui peuvent être soutenues ou dans l'exercice quotidien de la profession, quoi. Et tu disais que cette première structure qui était peut-être moins importante en termes de taille de clientèle,
Ouais. Mais qu'ils avaient. Alors, pas en taille de clientèle, en droit de transport. Hein. Ouais. Non, c'est un cabinet qui avait une clientèle importante, Ouais. mais qui avait. Vraiment, je parlais que des transporteurs. Ok, pardon. Et qui avait comme groupe de clients certains transporteurs. Et voilà, je parlais vraiment que de cet aspect-là de la clientèle. Ok, Voilà. my bad. Et peut-être que c'est aussi un point que j'ai mal compris, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient peut-être une vision plus affirmée ou en termes de développement, de management, de gestion, tout ça. Tout à fait. Ok. Et Tout à donc fait. il y a eu une culture à fusionner de ce point de vue-là. Alors oui, complètement, parce que moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas, au contraire, mais je n'ai jamais pris le temps de m'y consacrer, de m'y intéresser. Et pourtant, je pense que j'ai pu disserter pendant des heures dans le cadre du syndicat sur ça, mais sans forcément l'appliquer à mon exercice, à moi. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça. Ouais, D'être raconte-moi. dans le concret, même dans la gestion même du cabinet ou Qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qui vous ont amené à faire? Mais tu vois, justement, c'est quoi cette culture managériale que tu n'avais pas et que ce cabinet avait et ça t'a fait du bien de l'avoir? Enfin, concrètement, ça s'est traduit en quoi? Quels déjà actes? le travail en équipe. C'est-à-dire on bosse ensemble, quoi. Il y a quasiment jamais un dossier où t'es seul, quoi. Donc c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup. C'est la manière de vivre le cabinet au quotidien, où il y a des choses qui se font en commun, qui se font ensemble, des moments même de détente, voilà, qui sont partagés. Il y a vraiment une notion de partage à la fois d'un point de vue professionnel et intellectuel, mais aussi d'un point de vue humain, en essayant aussi d'inscrire les collaborateurs dans cette perspective de développement du cabinet. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Et puis surtout, des vraies phases de réflexion commune sur la direction qu'on veut donner au cabinet, en termes de compétences, en termes de recherche de clientèle, en termes de partage des tâches. Chacun a son apport personnel dans le développement du cabinet, que ça soit ceux qui préfèrent aller dans des réseaux, ceux qui préfèrent être dans de la production pure, entre guillemets, ceux qui préfèrent être dans la définition de la charte du cabinet ou du wording qu'on peut utiliser pour présenter le cabinet. Chacun apporte sa propre compétence à la réussite du cabinet. Et ça, c'était, je pense, très absent des structures précédentes. Ouais. Et par rapport à cette spécialisation sectorielle en droit des transports, donc à laquelle toi, tu es venu par le hasard qui est lui-même le hasard de ton épouse. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Enfin, en fait, t'as pas d'historique particulier par rapport à ça. Enfin, l'opportunité, ça a été celle de ce rachat de cet avocat qui a été ouvert à la question du fait de céder sa clientèle. Et voilà. J'imagine, enfin, je crois comprendre qu'en fait, ça a été une dynamique très... Enfin, c'était peut-être une initiative première de ton épouse, mais qu'en fait, assez rapidement, c'est devenu une initiative commune, enfin, une sorte de rachat ensemble. Enfin, mais complètement. Ouais. C'était sa démarche personnelle et qui s'est vraiment, enfin, quasiment instantanément en fait transformé en projet commun. Et avec un saut dans l'inconnu, parce que on l'a pas racheté peu cher cette clientèle, c'était un vrai risque. C'était un vrai risque. Donc il fallait que ça marche. Donc il y avait ce saut et puis le saut dans l'inconnu dans la matière en question où on n'avait pas de compétences spécifiques. Alors après, le droit est le droit, il s'applique. Il y a beaucoup de choses qui sont communs à plein d'autres domaines à plein d'autres secteurs d'activité. Et il y a des spécificités qui nous ont été transmises par ce cédant qui nous a formés, quoi. Il nous a formés à ça, il nous a formés à l'environnement économique de ce secteur-là, à la manière dont fonctionnent les entreprises de transport et les gens qui les dirigent. C'est un monde assez particulier. Et ça nous a plutôt plu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, mais allez, go, on y va, quoi. Transport, milieu routier, un écosystème spécifique. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans? Alors, d'abord, il y a les chiffres.
quand même, quand on rachète une clientèle, c'est quand même important. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur le rachat et qu'on analyse avec nos conseils l'opportunité du rachat, ça nous semble être intéressant. C'est-à-dire qu'il fallait quand même maintenir un chiffre assez important pour pouvoir rembourser l'achat de cette clientèle. Mais on s'est dit, si ça marche, en gros, dans 5 ans, on est tranquille. Enfin, on lance la machine et on s'est dit, c'est une possibilité de gagner, entre 5 et 10 ans de développement. Ouais, vraiment. Et c'est comme ça que ça a été pensé, conçu et ça a marché. Ouais. Et mais tu dis ça a marché. Enfin, pardon, je t'ai coupé. Ouais, il faut prendre des risques. On est des entrepreneurs. Hein. Les avocats sont des entrepreneurs. Et à un moment, quand on veut développer, je pense qu'il y a cette notion de risque à intégrer. Et voilà, on a pris ce risque et ça valait le coup. Ouais. Et tu dis ça a notamment valu le coup parce que le cédant a vraiment joué le jeu et il a fait beaucoup de formations, de mentorat. Il est encore votre sponsor. C'est ça, comprends, exactement. C'est un alignement de planète. Hein. Ouais, c'est un alignement de planète. Après, faut provoquer les choses aussi. Il faut négocier les choses au départ pour que les choses soient très claires. Et elles l'ont été avec lui. Et voilà. Je pense qu'il y a eu un match qui a été très fort. Voilà, il n'a jamais eu de collaborateur, cet avocat, jamais. Parce que il trouvait les gens trop mauvais, voilà. Mais au moins c'était honnête et il a fait de mal à personne. Il a fait de mal à personne. Ouais. Et j'ai interviewé un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de sympathie, qui s'appelle Philippe Azen et c'est un ancien conseil juridique qui est devenu avocat et qui est particulier. Et il dit non, mais moi je ne peux travailler que seul, je ne peux pas avoir de secrétaire, je ne peux pas avoir d'assistante, je ne peux pas avoir de collaborateur parce que ça ne peut pas fonctionner. Et c'est vrai qu'au moins il en a la conscience et et il travaille en conséquence, c'est-à-dire qu'il fait tout de A à Z, la photocopieuse jusqu'aux recherches, jusqu'à ça. Et voilà, il vaut mieux ça. Lui, c'est ça. Alors, en tout cas, lui avait une assistante qui est toujours notre assistante, une perle, c'est une espèce d'ovni, je pense. Alors je sais pas, il doit en avoir beaucoup dans notre profession, mais en tout cas, ça a été l'adoption a été compliquée. Je parle, c'était nous, on était les adoptés, hein. Ouais, j'ai bien compris. Et elle passait de 30 ans, peut-être pas autant, mais si, quasiment avec notre cédant, Bruce, à 2 petits jeunes. Voilà, qui allait être son donneur d'ordre, quoi, leur donneur d'ordre, pardon. Et je pense que c'était pas simple à vivre pour elle. Et la première fois quand on est venu signer et qu'elle nous a regardé, je pense que elle nous a foudroyé, quoi, du regard. Ça a été compliqué. Et maintenant ça se passe très bien. Et on s'apprécie beaucoup. Et le cabinet ne tournerait pas sans elle. Et comment ça a évolué après, du coup, Sérène? Alors ça, quand est-ce que... Sérène, ça, on va avoir 1 an. Ah ouais, donc c'est tout... C'est assez récent, ouais. Sérène en tant que tel. Et le rachat de clientèle, ça va faire 5 ans bientôt. Ouais. Et donc, tu vois, tu disais tout à l'heure... c'est un pari, mais si ça marche, on gagne. Dans 5 ans, on est tranquille. On est tranquille, ouais. Non, mais on s'entend tranquille dans le sens où on sort. Voilà. On a une pression financière qui est moins lourde. Et si ça marche, pour le coup, ça marche bien. Ton retour, du coup, maintenant, ça fait 5 ans. Et puis, ça fait aussi 1 an que tu as changé de cabinet pour. Que vous êtes associé avec un cabinet qui avait lui aussi cette expertise sectorielle. Ton regard là-dessus? Sur ce qu'on est devenu avec un an de Sérène, on a maintenant vraiment mis l'accent sur la communication et établi une notoriété et une vraie image de cabinet droit des transports. Ouais. Voilà. Même si sur le site on tenait à garder les matières qui étaient les matières historiques des autres associés, on a mis quand même en avant cette compétence-là en faisant une communication spécifique et avec des associés qui sont très intéressés par ça, quoi. Des nouveaux associés qui sont très intéressés par ça.
et par ce secteur-là où on est très très peu nombreux. Donc non, c'est très bien. Enfin, c'est ce qui, je pense, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ouais. Et Voilà. c'est quoi le droit des transports du coup? Alors, c'est tout ce qui touche à la vie d'une entreprise de transport, de la vie sociale, avec des règles tout à fait particulières pour les chauffeurs. Donc ça, c'est un domaine qui est très sur la paye, hein, notamment, c'est très particulier. Toute la réglementation sociale européenne qui est spécifique, tout le droit pénal des transports qui est spécifique, tout ce qui est contrat de transport, contrat de sous-traitance, tout commercial, et tout ce qui est contentieux des pertes, avaries. Donc, il y a tout un pan qui est vraiment qui n'existe que pour ce droit-là ou ce domaine d'activité-là. Et à côté de ça, il y a tout ce qui concerne la vie de la société, des questions de recouvrement, avec la loi Guesso, des choses comme ça qui sont aussi d'ailleurs spécifiques au transport, mais qui touchent aussi à tous les domaines généraux du droit, droit civil, droit commercial. Tu fais encore droit à des l'API? sociétés. Ouais. Ouais. Ouais, je continue à en faire et je continue à avoir une image très propriété intellectuelle à titre personnel. C'est-à-dire mon nom aujourd'hui est plus associé à la propriété intellectuelle qu'au transport, je pense. Et c'est quelque chose qui te convient? Oui, très bien. Même s'il y a des choses qui me lassent maintenant dans la propriété intellectuelle, vraiment. Genre un dépôt de marque? Ouais, un dépôt de marque, une recherche d'antériorité, je trouve ça extrêmement rébarbatif. Mais vraiment, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais j'aime le contentieux en fait de la contrefaçon, le contentieux de la propriété intellectuelle. Je le trouve extrêmement intéressant. L'aspect conseil et l'aspect recherche d'antériorité ou dépôt, c'est pas intellectuellement extrêmement satisfaisant, je trouve. Voilà. Et puis il y a des gens, je pense, qui font ça mieux que moi, donc il faut leur laisser. Mais voilà, ça me permet de me changer, et puis j'ai quand même fait du droit pour ça, donc au départ, c'est bien de le garder aussi. Ouais. Ouais. Et donc, et à titre personnel, t'as envie d'ancrer plus l'aspect droit des transports, ou ça te... Est-ce que tu as l'impression que le droit des transports est plus attaché à ton cabinet Sérène, et que toi, à titre individuel, avec ton nom personnel, tu restes plus attaché à la propriété intellectuelle? J'y tiens pas forcément à ça. Okay. Si demain on fait exclusivement du droit des transports, ça m'ira très bien. Okay. En tout cas, je dirais pas que je fais rien pour. Quand on me demande ce que je fais et quels sont les domaines d'activité dans lesquels j'exerce, j'évoque pas que le transport, et j'aime bien évoquer la propriété intellectuelle parce que c'est vrai, et j'en fais, je pense que je sais bien en faire, donc c'est aussi plus facile pour moi à vendre parce que je maîtrise bien cette matière. Mais sur la communication Sérène, non, moi ça me va très bien d'orienter vers le transport, très clairement. Ouais. Okay. T'as évoqué ton épouse avec qui donc t'as pris ce risque entrepreneurial, qui est avocate aussi. Oui. C'est comment de travailler avec son épouse? Je m'étais juré, je pense comme beaucoup de gens qui se sont associés avec leur conjoint, de ne jamais le faire. Et en fait, ce projet de rachat a fait qu'on l'a fait ensemble. Ça a été une réflexion. Et ça se passe bien, en fait. Ça simplifie beaucoup de choses. Surtout quand les deux sont avocats, ça simplifie beaucoup de choses, que ça soit de parler d'argent, que ça soit de l'organisation de la vie quotidienne, avec des enfants notamment. Donc non, c'est plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait une overdose, quoi, ou un truc où on a l'impression de jamais couper de l'autre, parce que c'est aussi important d'avoir ces moments. Et non, franchement, j'y vois pas d'inconvénient. Non, mais mon épouse va m'écouter probablement, mais peu importe, je le pense. Non, c'est très bien. Non, mais quand j'avais interviewé Charles Laroche, qui a aussi travaillé et même partagé le bureau de son épouse Isabelle Châtaignier. Il disait, moi, ce que je comprends pas, c'est cette question, c'est-à-dire que on est mariés, donc a priori, c'est qu'on doit se supporter, quoi. Enfin, et même plus que se supporter, c'est qu'on s'apprécie assez pour passer beaucoup de temps ensemble. Il disait, bah ouais, mais je sais pas, c'est quand même beaucoup de temps ensemble, du coup. Ouais, mais quand on est au cabinet, alors, sauf les dossiers sur lesquels on bosse ensemble, on se voit pas tant que ça, quoi, en vérité. Ouais, ou alors on est dans un rapport qui concerne le cabinet avec tous les associés, où je pense que les choses sont très claires, quoi. Elles sont très partagées comme ça. Je parle quand même moins de droit à la maison, ou moins du cabinet à la maison qu'elle ne le fait.
Ah c'est ouais. vrai, moi, Parce que moi t'as j'arrive à besoin de couper. couper Ouais, moi j'ai besoin de couper. et moins elle. Et moins elle, ouais, je pense. Ouais. Je pense. Enfin, en tout cas, je le perçois comme ça. Ouais, moi, la maison, c'est un peu le sanctuaire. C'est pour ça que j'ai du mal à bosser à la maison, par exemple. Ouais. J'ai besoin d'avoir un endroit qui est dédié à ça. Donc moi, le télétravail, c'est pas forcément fait pour moi, par exemple. J'ai besoin d'avoir, ouais, mon lieu qui est consacré à ma vie professionnelle. Et puis après, dans le rapport avec mon épouse au travail, je suis aussi beaucoup en déplacement. En tout cas, cette année, je l'ai été beaucoup, et par mes engagements par ailleurs, j'ai mes activités extra-professionnelles qui me permettent aussi de sortir de ça, mais sainement, ouais. Ouais, c'est marrant. J'ai un peu cette configuration-là en ce moment à la maison où moi je vois pas trop le problème de ne pas couper et de travailler de la maison et de parler de travail à la maison. Et puis genre mon mec à partir d'une certaine heure il est là, bon là il est telle heure et en fait on est en train de parler de boulot, donc quand est-ce que la journée de travail s'arrête? Et moi je suis un peu là en mode mais du coup qu'est-ce qui se passe après ça, genre Qu'est-ce que- tu veux qu'on parle de la météo? Comment ça se passe? Mais non, il y a Non, mais je sais. en vrai, ça se passe pas comme tu le sais. Non mais Ouais. je sais, mais un petit peu quand même, tu vois, je suis un peu là en mode, mais cette discussion, on est en train de l'avoir naturellement, non? Donc pourquoi est-ce que là, on devrait l'arrêter parce qu'il est une certaine heure et qu'il serait l'heure de couper? Donc tu vois, voilà, on a ces discussions, mais sinon tout va bien. Et tu as évoqué, tes engagements associatifs. Oui. Sachant que tu m'as été recommandé donc par Anaïs Fuchs, je crois que ça se prononce comme ça. Oui. Qui est dans le cadre du et nous enregistrons aujourd'hui alors que le congrès national de la FNUJA commence aujourd'hui et que j'ai le plaisir d'intervenir demain après-midi. Et donc, raconte-moi cette histoire d'engagement associatif. Comment est-ce que tout ça a commencé? On a déjà commencé à évoquer le fait que tu as des associés du bord ennemi, Alors, du bord concurrent. l'histoire commence bien plus tôt. On va peut-être pas commencer en 6e quand même. Non, mais Vas-y. c'est le parcours classique d'un président du JA. Ok, vas-y, raconte. Délégué de classe. Ouais. Ensuite, probablement dans une ou deux associations étudiantes. Ouais. Ensuite, école d'avocat, président de l'association des élèves avocats. Ouais. Qui m'amène évidemment à fréquenter l'UJA de Strasbourg-Saverne, parce qu'on a une UJA interbarreau ici. C'est la seule, je crois, qui existe encore et qui est interbarreau. Et je commence, à l'UJA, tout en bas, à Strasbourg. Et qu'est-ce qui t'a attiré à l'UJA? J'aimais bien cette idée d'un syndicat qui regroupe une catégorie d'âge des jeunes, donc qui sont pas tous totalement inexpérimentés, parce que voilà, il y a des gens qui ont déjà 10 ans de bar et qui sont dans le syndicat, donc qui ont beaucoup de choses à apporter sur l'expérience, etc., mais qui ont connu peut-être, qui ont en mémoire ce qu'est l'installation, ce qui est le début de l'exercice encore, et qui l'ont de manière fraîche dans la tête, ce qui permet de partager une expérience et de comprendre peut-être les débuts qui peuvent être difficiles dans cette profession, qui est pas simple à intégrer, à comprendre, et justement, comme elle n'est pas simple à comprendre et à intégrer, l'UJA est un vecteur exceptionnel d'intégration dans un barreau. Vraiment, et en tout cas je pense que c'est vrai dans toutes les villes qui ont une UJA, qu'elles soient adhérentes ou pas à la FNUJA. D'ailleurs, c'est vraiment, il y a une époque, c'était quasiment le passage obligé Je savais pas que des avocats. l'UJA n'était pas obligatoirement rattaché à la FNUJA. Ah non, une UJA n'est pas obligée nos adhérents à la FNUJA sont les UJA elles-mêmes. Donc c'est des associations indépendantes qui adhèrent à une association indépendante qui est une association fédérative. D'accord. Donc vous avez des Gaulois résistants à l'union. Alors c'est pas forcément des Gaulois, il y en a qui n'y voient pas d'intérêt particulier, il y en a qui sont très dans la défense du barreau local et qui sont dans l'exercice dans leur barreau et qui sont pas intéressés par les sujets nationaux. Il y en a d'autres il y a des UJA qui disparaissent et qui reviennent, soit parce que il y a des barreaux, il y a des UJA où c'est depuis 10 ans le même président et qui à un moment donné en a marre et il y a personne pour prendre la relève, donc la UJA disparaît, et parfois il y a quelqu'un, un homme ou une femme providentielle qui
arrivent et qui c'est des phénix, les UJA. Et des fois elles disparaissent et puis elles renaissent de leurs cendres. Et parfois elles adhèrent à la FNJA parce que y a quelqu'un qui s'y intéresse et on arrive à les ramener vers nous. Et parfois pour des motifs qui peuvent être politiques, parce qu'il y a des positions qui sont prises en congrès de la FNUJA qui ne plaisent pas du tout à une des UJA adhérentes. Il peut y avoir parfois une scission qui se fait. Ça s'est vu dans notre histoire, bien sûr. Ouais. Et tu vois, on en apprend tous les jours. Et donc tu disais, on était en train de parler de ton parcours de classique, de ton CV parfait, de CV de président de la FNUJA. Président de la FNUJA. Voilà, donc j'ai commencé là, et puis il y a quelque chose qui m'a énormément plu et que je voulais faire depuis longtemps parce que je regardais ça avec un œil assez admiratif et je trouvais cette chose exceptionnelle. Ça s'appelle la revue. La revue, c'est le poumon des UJA. Le poumon. Ouais, c'est le poumon des UJA. C'est le bol d'air des UJA. C'est un espace de liberté de parole, de liberté d'expression qui n'existe quasiment pas ailleurs ou dans une autre profession. On peut, l'espace d'une soirée, tirer à boulet rouge sur les confrères, sur les magistrats, sur les politiques, sur les difficultés de notre exercice, sans qu'on ait à être inquiété de quoi que ce soit, et avec une liberté qui est exceptionnelle. Et puis c'est drôle, et ça peut être très drôle. Ça permet de voir la profession sous un autre angle, voilà. Et cette tradition, j'y suis très très attaché. Très très attaché. Et du coup, tu as un sketch de prédilection. Alors moi, j'ai un souvenir ému de l'interview de Julie Couturier qui a chanté en fin d'interview quelques bribes d'une chanson qu'elle avait l'habitude de chanter en revue. Je ne sais pas si tu feras aussi bien qu'elle, mais je pense que j'en serais incapable. Ou alors je vais totalement. Alors déjà en sélectionner une, je sais pas. En tout cas, ma première intervention sur scène, c'était une reprise du Poinçonneur des Lilas. Je crois que ça a été éprouvé à peu près dans toutes les UJA. C'est vrai ? Ouais. Et c'était Je suis l'avocat d'office. Ouais, mon nom a été inscrit sur la liste. C'était un truc comme ça commençait comme ça. Et je commençais la revue du UJA de Strasbourg par cette chanson. Et j'étais seul sur scène. De mémoire... ça m'a paru une éternité, mais je crois que pendant 1 minute, les musiciens ne sont pas partis, quoi. Donc le micro était ouvert, les musiciens commençaient pas. Moi, j'étais dans le noir, face à mon micro, on entendait la respiration très forte. Voilà, et c'était un grand moment d'angoisse. Et une fois que c'est lancé, c'est parti, quoi. Mais alors attends, parce que du coup, les chansons sont déjà écrites ? C'est-à-dire, oui, elles sont écrites. Il y a des répétitions pendant. C'est un spectacle, une revue. Okay, c'est non mais ok, ouais. D'accord. Là, j'ai cru qu'on était sur genre que ce morceau inspiré du Poinçonneur des Lilas. Ouais. En fait, c'était un classique de la revue et que non, vous l'aviez écrit pour ce spectacle. On l'avait écrit pour ce spectacle, mais je sais que cette chanson a été beaucoup reprise par les UJA, détournée par les UJA. Alors, ça serait marrant de faire une compilation des textes différents sur une même chanson. Mais en voilà, dis donc une idée. Voilà, on va faire un recueil, les meilleurs textes, mes meilleures chansons des revues des UJA. Ouais. Mais ouais, non, mais la revue, c'est un gros vecteur d'intégration aussi pour des jeunes qui arrivent, et c'est des moments parfois difficiles, les revues, hein. C'est assez drôle parce que quand on en fait plusieurs, quand on arrive sur la revue, on est un peu timide et on suit ce que les autres nous disent de faire. La deuxième, on a l'impression de déjà un peu savoir, donc on va essayer de s'imposer sur plus de sketchs, quoi. Et la troisième, on sait tout, et on a tendance parfois à se prendre pour une star. Et ça se voit sur beaucoup de revues. Ça reste un métier d'ego, donc ça se voit aussi sur les revues, donc ça donne des choses assez cocasses et assez drôles. Ça s'arrête jamais, hein. Non. Ouais. Jamais. Non, mais c'est vrai. C'est un métier même particulier. Même pour une revue. Même pour une revue. Et indépendamment de la revue, si on poursuit ton CV parfait de président de la FNUJA, alors, parce que tu nous as parlé de cet attachement pour l'UJA, du fait que tu étais séduit par un syndicat qui regroupe par catégorie d'âge, tout en permettant quand même une certaine perméabilité entre les expériences et l'importance aussi de ce syndicat comme vecteur d'intégration des jeunes et tout ça. Voilà, comment ça s'est poursuivi en fait tout ça ? Alors progressivement, et en découvrant la FNUJA aussi,
parce que j'ai eu des présidents à l'UJA de Strasbourg qui nous ont intéressés très vite à la FNUJA et nous ont fait monter à Paris pour aller voir des comités ou des décentralisés ou des congrès, des comités décentralisés ou des congrès. Et je trouvais et je trouve toujours essentiel de s'intéresser à la profession en tant que telle. Pour mieux apprécier son exercice et comprendre son exercice, je pense qu'il faut s'intéresser à la profession en elle-même. Et j'ai toujours été très intéressé par les sujets et les sujets d'actualité et par le fait que il est possible d'influer sur les modalités d'exercice de cette profession. Et le syndicat est, je pense, un des meilleurs vecteurs pour faire changer les choses, bouger les lignes et comprendre le fonctionnement de cette profession. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers ou sans, enfin tu vois, où justement où l'influence de l'UJA t'a particulièrement marqué? Alors c'est sur les droits des collaborateurs, évidemment. Je dirais pas que c'est notre activité exclusive, de très très loin pas. On est un peu catégorisé là-dedans et il faut sortir de ça puisqu'on réfléchit vraiment sur tout dans la profession et pas que sur la collaboration. Mais quand on y vient, évidemment, il y a ça quoi. Il y a ce rôle un peu de compréhension et d'évolution des droits des collaborateurs. Je pense que la situation a beaucoup changé d'ailleurs depuis que j'ai prêté serment. Et que la situation des collaborateurs aujourd'hui n'est pas celle qu'elle l'était il y a 10-15 ans, probablement. Mais voilà, c'est une des choses évidemment les plus sensibles. Après, il y a tout ce qui concerne aussi la défense des libertés, les droits de la défense, qui sont des choses extrêmement intéressantes, importantes dans notre exercice au quotidien, et que j'ai appris à l'UJA et à la FNUJA. Sur toutes les réformes qui peuvent passer sur j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête comme ça parce que j'en ai trop qui me viennent en tête et j'arriverai pas à accentuer sur un en particulier mais voilà, si on prend l'actualité récente quoi, voilà, quand il y a une circulaire du ministère qui nous dit qu'on doit conclure en 1000 mots par exemple, ben voilà, c'est des choses inacceptables et c'est des choses contre lesquelles il faut s'indigner. Je peux raconter une petite anecdote à ce titre-là. Quand j'ai prêté serment, il y a le procureur général qui nous avait dit, l'avocat général à la cour d'appel de Colmar, qui nous disait surtout, jeunes avocats, indignez-vous. Et je pense que je passe mon temps à m'indigner. Et c'est une bonne chose, c'est une chose saine. En gros, ça voulait dire ne vous laissez pas faire, ne vous laissez jamais faire. Et je trouvais ça génial que ça vienne de l'avocat général du parquet quoi, qui nous dise indignez-vous quand vous estimez qu'on va trop loin, quand vous estimez que les choses, que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se passe autour de vous, dites-le et indignez-vous. Voilà, et ça a peut-être guidé mon cheminement à l'UJA de Strasbourg puis à la FNUJA. Ouais, ça me rappelle un échange avec un avocat qui est syndiqué dans encore un autre syndicat concurrent de l'UJA, Valentin Lauré, et il explique que en fait il était tout le temps en colère dans son exercice, il fait beaucoup de droit pénal, il était tout le temps en colère de toutes les institutions de la justice avec un grand J et que la seule manière qu'il a trouvé de donner un sens et un cadre et de faire de cette colère quelque chose de constructif a été l'engagement syndical, et en l'occurrence vient cet autre syndicat et j'entends un petit peu ça dans ton propos sur il faut s'indigner et finalement c'est le lieu de l'indignation quoi. Exactement. Et elle est utile à la profession voilà, et les syndicats ont un rôle majeur là-dedans, et c'est pas des emmerdeurs quoi. On n'est pas des emmerdeurs. Il y a l'image du syndicat un peu peut-être cégette comme ça, très on est contre tout. C'est pas du tout ça. C'est on s'indigne quand il faut s'indigner, on salue les choses quand il faut les saluer. On travaille pour améliorer les choses. Pas pour être contre systématiquement ce qui nous est proposé. Et ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est ce que les avocats comprennent pas forcément toujours. Pour eux, l'image de syndicat colle vraiment sur voilà, on est en manif quoi. On est en manif dans la rue et puis on est toujours à s'opposer contre à tout quoi. Voilà. Alors
enfin, c'est des questions naïves et je comprendrais très bien que tu n'aies pas les chiffres clés en tête, mais et moi-même, j'ai pas fait ces devoirs-là, mais l'UJA, c'est combien si on réunit toutes les UJA, ça fait combien de syndiqués? C'est plusieurs milliers. Je pense que si c'était un barreau, ça serait le 2e barreau de France. Ok. Et il y a plutôt une diminution ou une augmentation du nombre de syndiqués? Il y a plutôt une constance. On a peu de statistiques parce qu'on n'a pas forcément le retour de l'intégralité. On ne demande pas à nos UJA de nous donner la liste de leurs adhérents. Voilà, parce que ça leur appartient. On sait quand même dans les grandes lignes. Mais non, je pense qu'on a une certaine constance, même voire, je pense, une augmentation du nombre d'adhérents. Parce que, la profession se rajeunit quand même, qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'école et qui, naturellement, ont peut-être plus tendance à s'orienter vers l'UJA que vers un autre syndicat, si toutefois ils ont une appétence syndicale. Et l'UJA a peut-être moins une image de véritable syndicat. C'est aussi un moyen d'intégration dans la profession ou dans le barreau dans lequel on est. Donc non, la FNJA va bien en termes d'adhésion et de nombre de personnes qui y participent. Ouais, non, je te posais cette question parce que tu disais, voilà, les syndicats peuvent avoir cette image de cégétiste, tu sais, enfin t'as pas dit cégétiste, t'as dit cégette. De cégette, ouais, bon, cégétiste. Ouais. Pardon. C'est un peu dénigrant d'ailleurs, hein. C'est pas très sympa. En plus, on a plutôt des bonnes relations. En fait, j'avoue que ouais, voilà, cégette et cégette, c'est les gens de la CGT? Oui. Ok. Non, mais voilà. La cégette, non, c'est une espèce de petit sobriquet diminutif, peut-être pas très adroit, mais ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens de la CGT qui nous écoutent, donc je pense que ça va bien se passer. Et tu disais, voilà, les syndicats dans la profession d'avocat sont souvent vus un peu comme ça, et peut-être du coup, je me demandais si derrière ce propos, il y avait aussi une certaine la sensation de pas arriver à faire valoir auprès des avocats de l'intérêt des syndicats et finalement de l'intérêt d'adhérer et voilà, je sais pas quel est ton retour là-dessus. C'est un combat permanent, hein, de faire adhérer des gens, mais ça l'a toujours été. Je pense que proportionnellement, comme les barreaux ont pris des tailles extrêmement importantes, et notamment un barreau comme Strasbourg ou d'autres, on va dire dans les 10 plus gros barreaux de France, ça a vraiment été exponentiel en termes de nombre d'avocats. Et pour autant, ça n'a peut-être pas été exponentiel en nombre d'adhérents au syndicat. Comme je disais avant, quand on commençait la profession à l'époque, l'UJA, c'était quasiment le passage obligé, quoi. Je pense qu'il y a une génération d'avocats à Strasbourg, au-delà de, je sais pas, on va dire au-delà de 50 ans, peut-être même un peu plus, ils ont tous été à l'UJA. Mais à l'époque, ils étaient même pas 100 au barreau de Strasbourg, quoi. Ils étaient une centaine au barreau de Strasbourg. Aujourd'hui, on est 1200, donc on a peut-être pas plus d'adhérents qu'à l'époque, mais parce qu'il y a une désaffection de la chose syndicale, très, très, très probablement. Et je suis pas sûr qu'on en souffre nous beaucoup, parce que on reste quand même cette association, au-delà d'être un syndicat, cette association qui permet une intégration au barreau. Oui, alors moi, mon expérience avec des avocats, c'est par rapport notamment à une réflexion sur certains enjeux professionnels, tu vois, genre en fait plus que porter une vision politique de la profession d'avocat et défendre certains intérêts, et notamment défendre certains intérêts au sein des conseils de l'ordre et des autres institutions, donc voilà, mais peut y avoir un côté, tu vois, où à un moment, un autre syndicat, il va attirer par le biais des formations, par le biais de l'aspect un peu comme ça, tu vois. Et donc finalement, est-ce que ces personnes-là qui vont adhérer à ce syndicat, je te parle de l'expérience par rapport aux conversations que j'ai pu avoir dernièrement, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment en adhésion aussi aux idées de ce syndicat et aux idées politiques de ce syndicat et de ce que ce syndicat porte comme syndicat, ou est-ce que finalement c'est pas plus un moyen de bénéficier de choses qui sont par ailleurs mises en œuvre par ce syndicat? J'ai l'impression que tu as complètement raison. Oui.
Je pense que c'est le choix d'adhésion ne se fait pas forcément sur les idées, bien qu'il y en a qui viennent parce que l'UJA a ce caractère aussi plutôt apolitique et moins marqué que d'autres syndicats de la profession. Ouais. Donc quand les gens viennent chez nous, ils se disent pas j'adhère à une doctrine. Je pense pas. Il y en a peut-être, il y en a probablement, mais et c'est peut-être plus vrai à Paris d'ailleurs qu'en province. Donc je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui rentrent en disant on adhère, on vient parce qu'on adhère à votre doctrine. En revanche, comme on partage beaucoup de choses d'un point de vue exercice de la profession quand on a dans cette catégorie d'âge. Je pense qu'on arrive rapidement à faire comprendre l'intérêt de nos positions aux adhérents qui nous rejoignent. Et je le vois quand il y a des congrès, qu'il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont souvent très vite captivés par les sujets politiques qui intéressent notre profession. Moi, j'étais le premier, je me souviens, la politique m'intéressait pas particulièrement. Je suis allé à l'UJA et puis je te dis, c'était plutôt la revue qui m'intéressait que les sujets politiques. Mais quand j'ai vu que on pouvait faire bouger des choses, qui avaient une influence au Conseil de l'Ordre, notamment des syndicats, une vraie connaissance des sujets. Je suis allé à mon premier comité FNUJA, je suis revenu, je dis mais c'est génial. J'ai appris plein de choses. J'ai l'impression d'être au cœur du réacteur de la profession, de comprendre les enjeux, que mon avis compte. C'est ça, en fait. En venant là-dedans, j'ai l'impression que mon avis compte, sans rester dans mon cabinet et me dire punaise, qu'est-ce que fout le CNB, punaise, qu'est-ce qu'ils foutent à la chancellerie, punaise, qu'est-ce qu'ils foutent dans les syndicats, vous êtes des nuls, quoi. Voilà. C'est dur, c'est parfois éprouvant, ça d'ailleurs. N'importe quel engagement politique est de façon, je pense, très ingrat. Qu'on soit conseiller de l'ordre, qu'on soit président d'un syndicat ou élu au Conseil national des barreaux, on s'en prend plein la tronche en permanence. Voilà. Pourtant, on n'y a pas. On n'y a pas d'intérêt. Si, on y a un intérêt, bien évidemment, qui se place sur plein de plans différents. Il n'y a pas pécuniaire, ça c'est sûr. Mais les gens, ça, ils le conçoivent pas du tout. Les avocats, ils le conçoivent pas. Donc parfois, on s'en prend plein la tronche, ouais. C'est sûr qu'il y a cette sorte de scission entre des gens qui sont. Je pense qu'il y a une marée pas désintéressée, mais complètement passive, qui est ni dans la critique, ni dans l'éloge, qui fait juste son truc et qui s'en fiche un peu. Puis t'as une partie qui est engagée et tout, bon, voilà. Puis t'en as une autre qui est en mode vraiment critique de l'institution. Hyper critique de l'institution et des institutions, syndicats inclus, et avec une forme de rejet et quelque chose de très viscéral. Et je pense toutes les postures peuvent s'expliquer. Après, c'est sûr que je critique pas. Je dis pas que c'est pas naturel et que c'est pas normal qu'il y ait ces gens qui s'indignent aussi de la manière dont se passent les choses. Je dis que parfois ça paraît très injuste et les réseaux sociaux ont clairement exacerbé ça. Et c'est parfois dur à vivre, c'est-à-dire un engagement qui est quand même extrêmement fort, extrêmement intense, extrêmement chronophage, qui se fait au détriment de plein d'autres choses, où tu te fais insulter derrière sur les réseaux sociaux parce que telle ou telle position ne te plaît pas, etc. C'est parfois dur, quoi. Franchement, ça peut être décourageant. Alors, ouais. Et donc de la revue, tu as fini par devenir président de l'UJA de Strasbourg. De l'UJA de Strasbourg, c'est pas la revue qui m'a fait devenir le président de l'UJA de Strasbourg. Mais pourquoi pas? Il y a un truc. Il y a un peu ce qu'on appelle des parcours comme ça au sein des UJA. Alors on commence, je pense comme dans beaucoup de syndicats ou de structures, quelles qu'elles soient, on commence en bas, puis on monte progressivement, et à un moment on se dit tiens, c'est peut-être à mon tour. Et donc je deviens président de l'UJA de Strasbourg, ce qui était déjà une énorme fierté à l'époque. Je m'en souviens. Enfin, j'étais vraiment fier comme un taban le jour où j'ai été élu à la tête de cette belle UJA, de cette vieille UJA. Et c'est pendant mon année de présidence que je décide d'aller au bureau de la FNUJA. Pour une raison particulière, qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision ? Parce qu'on m'y a poussé, on m'a amené à m'y intéresser. J'étais pas du tout celui qui était pressenti pour rentrer au bureau de la FNUJA. J'étais plutôt populaire au sein de ce syndicat. J'y ai bossé, j'ai bossé dans les commissions, et puis et c'est une amie qui est du barreau
Elle va en vouloir. Ça me revient pas. Qui me dit, mais Simon, les gens t'apprécient à Fédé, tu bosses, tu voudrais pas aller au bureau? Je n'y avais même pas pensé parce que pour moi c'était des fous, ceux qui étaient au bureau de la FNUJA. Pourquoi c'était des fous? Mais parce que je me dis, mais comment vous pouvez continuer à exercer votre profession au vu de ce que vous faites, de l'investissement que ça semble en tout cas représenter quand je viens les samedis à Paris ou quand je viens au congrès, etc. Et ça me paraissait inaccessible en fait. Et ça m'a un peu marqué au départ, le côté un peu inaccessible peut-être du bureau de la FNUJA, de cette instance, de cette tête comme ça de réseau un peu particulière. Et d'ailleurs, ça a beaucoup compté pour moi dans ma présidence de la FNUJA que personne et qu'aucun jeune avocat ait une image d'inaccessibilité du bureau, quoi, ou de choses qui chapeautent tout et qui s'intéressent pas aux gens. Non, c'est vraiment tout l'inverse. Et ça a toujours été l'inverse, sauf que quand on est jeune avocat, qu'on voit ça, on est très impressionné. Donc je me dis, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et puis finalement, je commence à sonder autour de moi, puis je vois qu'il y a vraiment une possibilité d'y aller. Et je me lance, quoi. Je me lance en tant que membre du bureau province de la Fédé. Et t'as été élu. Et j'ai été élu. Ouais. Et tu dis que c'était important pour toi de casser cette image d'inaccessibilité. Comment tu t'y es pris? Enfin, en tout cas, à défaut de l'avoir cassé, mais en tout cas de faire du mieux que tu pouvais pour qu'il n'y ait pas cette image d'inaccessibilité. Comment tu t'y es pris? Aller voir les UJA, aller voir les présidents de UJA, aller voir les membres les adhérents des différentes UJA, soit en se déplaçant chez eux, soit en allant vraiment à leur rencontre et vraiment discuter lors des comités parisiens ou des comités décentralisés. En même temps, c'est un peu ingrat ce que je dis parce que finalement, quand moi je suis arrivé, c'était le président Romain Carayol, qui lui pour le coup était extrêmement accessible et il a été d'ailleurs plutôt un modèle pour moi dans la manière d'interagir avec les UJA et d'aller voir les avocats. Et j'ai aussi eu à cœur de toujours, et notamment au sein de mon barreau, être un véritable relais de tout ce qui se passait dans mon syndicat, politiquement, j'entends, et d'être au service des avocats pour transmettre les informations auxquelles on peut avoir accès quand on est à la tête d'un syndicat national, pour les partager, pour les rendre accessibles à tout le monde, à tous. Et donc là, ta présidence, ça fait combien de temps? C'est 1 an. C'est 1 an. C'est un toboggan, quoi. Et là, ça se termine? Ça se termine samedi, D'accord, je passe le relais. Ouais. Tu passes le relais à qui? Normalement, à Simon Dubois. Ok. Normalement, parce que le vote va le seul candidat. Ah, c'est le seul candidat. C'est le seul candidat. Effectivement, ça simplifie voilà, un petit peu le vote. Voilà, maintenant... Il y a quand même une élection, donc parlons au conditionnel, mais voilà, et qui sera un excellent président pour notre syndicat, un gros travailleur, quelqu'un qui a des convictions et qui est force de proposition. Il y a des sujets de travail qui t'ont particulièrement marqué cette année? Oui, j'en retiendrai 2. Le secret professionnel, évidemment, parce que ça a été une grosse lutte en tout début de mandat. Enfin, en tout cas, la première partie du mandat, donc la fin de l'année 2021, ça a été un sujet complexe, politiquement très ardu. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait et qui m'a marqué, enfin en tout cas qui a marqué mon année de présidence. Et puis ensuite, il y a l'évolution des droits des collaborateurs et la création d'une sanction disciplinaire pour les collaborants harceleurs. Qui était aussi quelque chose de très important, avec la mise en place parallèle au niveau de la FNUJA de collab assistance collab, qui est une espèce de parallèle avec SOS Collab qui existe à Paris, mais nationalisé, avec comme mot d'ordre des référents ou des gens qui répondent aux questions, qui ne font pas partie du barreau dans lequel le problème se pose, mais qui sont totalement extérieurs même au ressort de la cour d'appel, pour éviter tout conflit d'intérêts et pour favoriser une libération de la parole. Oui, parce que c'est un sujet à Paris, mais ça l'est encore plus dans les plus petits barreaux. Plus le barreau est petit, plus le sujet se pose. Et cette sanction disciplinaire spécifique, elle n'a pas été retenue, n'est-ce pas? Si, elle a été retenue. Elle a été retenue? Oui, elle a été retenue. Ouais. C'est à Paris qu'il y a eu un truc autour de je sais plus. Alors non, le barreau de Paris a voté contre.
Ouais, le barreau de Paris. Le barreau de Paris a voté mais contre. Ça a été retenu. Mais ça a été voté très largement par le Conseil national des barreaux, avec une très grande majorité, et puis avec un vrai suivi de la conférence des bâtonniers, pour qui c'était pas forcément évident cette sanction. Et cette sanction va poser des problèmes d'application. On en est certain, elle est peut-être plus symbolique, et on va voir maintenant comment la jurisprudence autour de ça va se construire. Mais elle était importante dans le contexte actuel. Au vu des articles qui ont pu sortir cette année, on a quand même la profession ça a été rude, hein. On a l'impression que c'est une espèce de zone de non-droit. Alors ça a été très parisien comme article qu'on a vu passer. Et voilà, et cette sanction, elle arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que la conférence des bâtonniers l'a compris. Il faut qu'on soutienne ce genre d'initiative parce qu'elles sont importantes et que les choses ont changé. Et du coup, la suite pour toi ? La quille. Bah non, mais c'est une vraie question. T'as quel âge ? J'ai 39 ans. T'as 39 ans. Enfin, je vais avoir 39 ans. Donc, t'as fait tout ton parcours de premier de la classe à l'UJA puis à la FNJA. C'est ça. Tu vas bientôt devoir quitter l'UJA d'ailleurs. Ouais, je vais, en tout cas en tant que membre actif. En tant que membre actif. En tant que membre actif. Alors l'avenir, en tout cas, je me laisse le temps déjà de redescendre de cette présidence et de me consacrer à mon cabinet et à ma famille. On peut les mettre dans le sens qu'on veut, et je hiérarchise pas, même si c'est peut-être pas on va dire dans l'air du temps de dire qu'on privilégie le boulot avant la famille, parce que c'est pas du tout le cas, mais j'y mets autant d'importance, je pense, puisque tout est mélangé, et du bonheur dans l'un dépend le bonheur dans l'autre, j'en suis certain. Donc ouais, me consacrer à mon cabinet, à mes enfants, à ma famille, dans un premier temps, me reposer, et puis après on verra sur quoi on repart, peut-être un mandat au CNB si on me le propose, dans mon syndicat, j'y resterai attaché et loyal. Ça, je suis très attaché à la loyauté, et je resterai loyal à mon syndicat, et si on me propose d'y aller, j'irai bien évidemment. Ouais. Donc l'UJA, à partir d'un certain âge, tu peux plus en être membre actif. On peut pas avoir droit de vote après 40 ans. Après, globalement, tous les statuts des UJA de France sont alignés, mais on peut pas voter après 40 ans. Alors, à la FNJA, on a juste une règle que les anciens présidents de moins de 45 ans ont le droit de vote. Ok. Voilà, donc on a un petit sursis de 5 ans quand on est ancien président. Mais tu peux être membre sans droit de vote. Tout à fait. Ok. Donc si tu as envie d'être un syndiqué actif, tu dois changer de syndicat. Alors, en tout cas, si on veut être localement ou s'engager au bureau exécutif de la FNUJA ou dans les bureaux, comités, ou peu importe comment on les appelle en fonction des statuts, dans les UJA, il faut avoir moins de 40 ans, oui. Ouais. Mais on peut toujours être actif quand on se présente à une élection au CNB et qu'on représente le syndicat, même si on n'a plus le droit de vote au sein du syndicat. Mais du coup, en dehors du CNB... Si tu veux avoir une action syndicale plus... il y a les représentations dans les organismes paritaires, il y a tous les mandats qui peuvent découler de l'activité de la FNUJA. Oui. Okay. Et même dans les ordres, on peut très bien aller sous l'étiquette UJA, ou en tout cas être soutenu par l'UJA, parce que même si on a plus de 40 ans. Oui, en membre du Conseil de l'Ordre. Oui, tout à fait. J'imagine peut-être certaines commissions comme rapporteur. On peut continuer à travailler pour la FNUJA, bien évidemment, à plus de 40 ans. C'est certain. Non, mais je pose la question qu'est-ce qu'on fait de ces anciens syndiqués actifs qui est-ce qu'ils sont mis au rebut ou non? Et alors absolument pas. Non, au contraire, on a besoin, et on a besoin de leur savoir, de leur implication, de leur relais, de leur influence. C'est extrêmement important. Même si on a quelques désertions dans d'autres syndicats, ça arrive, et c'est normal, mais c'est pas la norme. Quelle est ta dernière joie? Quelle est ma dernière joie? Je dirais mon dernier comité à Paris. C'était un moment à la fois très émouvant, mais de grande joie et de fierté d'avoir été à la tête de ce syndicat. Ça fait très convenu comme réponse quand même. Je sais pas. Ça fait très politique. Tu veux me dire ça un fait truc très politique. Non, Franchement, je resterai là-dessus. Tu restes là-dessus? Je resterai là-dessus, ouais. Moi, je trouve ça rassurant.
Je trouve ça rassurant qu'un truc qui te prenne autant de temps, autant d'engagement, autant de nanana, que quand tu as une dernière réunion avec des gens avec qui tu as passé beaucoup de temps et tout, que ce soit une joie, quoi, et que tu t'arrives à sortir de là. Oui, c'est contenu, oui, c'est très lisse, mais c'est quand même assez rassurant d'un point de vue humain, quoi. Sinon, non, mais c'est vrai, genre... non, mais voilà, c'est... Bon, voilà. Ouais. Non, vraiment, c'est une joie. Après, il y a des joies qui sont beaucoup plus personnelles, voilà, mais je sais pas si elles intéressent forcément, parce que je veux dire, c'est voilà, comme ça. Tu es libre de partager la dernière. Non, je resterai là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Une grande loyauté, fidélité et amour de cette profession, vraiment. Et pour en dire un truc plus personnel, je reste vachement dans la profession, c'est assez drôle. Peut-être je me suis conditionné comme ça pendant toute l'interview. Je pense que t'es prêt pour être président de la République. Ouais, c'est ça, exactement. Je porte une grande amour, loyauté à mon pays. Parce que tu veux un truc, ça peut être très imagé, ça peut être, ça aurait pu donner une réponse totalement matérielle. Hein. Donne-moi la réponse. Pourquoi t'es si attaché à cette profession? Mais parce que je crois que j'y ai consacré quand même beaucoup de temps depuis que je l'exerce. T'as un biais d'engagement quelque part. J'ai une espèce de truc j'ai pas le droit de regretter. J'ai pas le droit de regretter d'aimer cette profession. Même si franchement, c'est parfois difficile et on a beaucoup de doutes dans cette profession, mais ouais, c'est. Tu t'imagines faire autre chose de temps en temps? Complètement. Moi, j'ai ce qui ont été mes rêves. Ou ce que j'aurais rêvé d'être, c'était pas avocat, même si j'ai fait du droit pour être avocat, c'était pas forcément mon rêve. Voilà, j'aurais adoré être chanteur d'opéra, par exemple. Okay. Mais j'ai pas l'organe pour, du tout. Ouais, ça aurait été un rêve, et je continue à faire de la musique, et ça, c'est des choses qui m'animent par ailleurs. Mais oui, donc sous ma robe, il y a un musicien. Il y a un musicien. Ouais, il y a un musicien sous la robe. Je sens que tu t'es échappé très rapidement de cette question. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Tu te vois, aujourd'hui, tu te vois dans 5 ans quitter la profession d'avocat? Ouais. Ouais. Mais je serais incapable de dire ce que je ferais d'autre. Hein. Oui. Mais oui, je suis tout à fait capable de quitter cette profession. Ouais. Okay. Mais je le ferai en étant certain de compliquer la vie à personne. Ok. Genre à ta femme? Genre à ma femme, genre à mes associés. Voilà, ça sera, si ça se fait, ça sera pas un coup de tête. Ok. Bon, en même temps, t'as l'air tellement jusqu'au cou dans cette profession que j'ai pas l'impression que ce soit un risque... On sait jamais, on verra. Mais je me ferme aucune possibilité. N'importe quel avocat se fait la réflexion et se dit à un moment donné, je ferai pas ça toute ma vie. Et finalement, il y en a quand même beaucoup qui font ça toute leur vie. Peut-être passer les 5 ou les 10 premières années. Mais une fois qu'on a passé les 5, une fois qu'on a passé les 10 premières années, on est à peu près sûr d'être quand même très installé dans cette profession. Merci beaucoup, Simon, pour cet échange. Merci à toi. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!